Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue une autre fois, chers confrères. Toujours dans la pathologie virale. Cette fois-là, un cours simple, un cours facile. C'est la multiplication virale. C'est le cours du docteur Ridi Najib. Toujours comme d'habitude, les cours sont disponibles dans la description. N'oubliez pas d'abonner et de laisser vos commentaires. Et on commence. Une petite récapitulation ou bien ça, on avait déjà dit. Les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires. Donc, la multiplication virale nécessite essentiellement une cellule parasitée ou bien l'hôte pour que ce cycle ou bien cette multiplication virale détourne. Donc, dans ce phénomène, le virus va détourner la machinerie cellulaire et le métabolisme à son profit pour se multiplier. Pourquoi? Parce que le virus ne contient ni de l'énergie, ni du ribosome, ni des métabolites. Il n'a que le génome. Donc, il va détourner toute la machinerie, les ribosomes, les métabolites, l'énergie, tout ça va, va prendre ou bien va utiliser de la cellule hôte ou bien du cellule parasitée. Ça, c'est une petite introduction. Maintenant, dans ce cycle, ou bien dans cette multiplication, il existe des conséquences de réplication sur la cellule. Ça, c'est important, vous devez retenir toutes ces conséquences. Un virus, après sa réplication ou bien sa multiplication, il va mettre des séquelles sur la cellule. C'est obligatoire. Donc, la cellule permissive, on dit une cellule permissive, c'est la cellule qui permet au virus de la parasiter et de se multiplier. Elle va subir soit, premièrement, une lyse cellulaire. Donc, la cellule hôte, après que le virus continue sa réplication, elle va être lysée, elle va être détruite. Comme l'exemple, le VRS, le virus respiratoire syncytial et la bronchiolite. Donc, chez les nourrissons, elle va causer une abrasion de l'épithélium respiratoire. Donc, les cellules de l'épithélium du bronchiole vont être lysées à cause de la multiplication ou la réplication du virus à l'intérieur de ces dernières. Donc, le premier cas, le virus va causer la lyse de la cellule hôte. Ça, c'est premièrement. Soit, il va survenir une intégration virale. C'est pas dans tous les cas qu'on voit une lyse cellulaire. Parfois, le virus, ça c'est l'exemple de VIH, il va intégrer son génome avec l'ADN d'une cellule humaine. On parle là d'une intégration virale. C'est caractéristique du VIH. C'est le deuxième cas. Troisièmement, il peut survenir une persistance virale. Donc, le génome viral peut persister à l'intérieur de cellules. C'est le cas du virus de l'hépatite B qui va persister dans les hépatocytes et ça va mener à la persistance ou bien au passage à la chronicité. C'est la cirrhose hépatique chronique. Donc, le génome peut être persisté aussi dans ou bien à l'intérieur de la cellule. Soit peut survenir une latence. C'est quoi une latence? La latence, c'est un caractère des herpès viridés. Donc les herpès viridés, ils ont un caractère de latence. C'est quoi la latence? C'est que ces virus des herpès viridés peuvent rester à l'intérieur ou bien peuvent se cacher. Si on peut dire, ils vont se cacher à l'intérieur du corps humain. Ils vont rester silencieux pendant plusieurs années et ils vont faire une récidive si les conditions sont favorables. En cas d'immunodépression, en cas de traitement antidépresseur,
ou bien immunosuppresseurs. Ces virus vont remanifester de nouveau. Ces virus ont le caractère de latence. On va voir ce caractère dans le cours des herpès viridae. Soit dernièrement, le virus peut mener à une transformation cellulaire vers une cellule oncogène ou bien l'oncogénèse. Donc, on a dit dans le premier cours que certains virus ont un pouvoir oncogène. Ils peuvent mener à transformation maligne ou bien une cancérogénèse. Au niveau des cellules parasitées, c'est le cas de HPV, le Human Papillomavirus. Il va donner un cancer du col utérin. Ou bien le virus, le BV, ça on a dit dans le premier cours. Epstein-Barr virus, il va donner un cancer du cavum. Le cavum ou bien c'est le nasopharynx. Donc, ces conséquences, vous devez les retenir. Donc, on récapitule. Les conséquences de la réplication virale, c'est la lisse cellulaire, l'intégration virale, persistance virale, la latence qui est caractéristique aux herpès viridae, ou bien la transformation en oncogénèse. Donc, c'est pas toujours la lisse. Le virus peut laisser des séquelles différentes ou bien diverses chez la cellule hôte. Maintenant, le schéma de notre cours, c'est simple, c'est le plus simple possible. Les étapes du cycle de multiplication. Premièrement, c'est l'attachement. Le virus va s'attacher à la paroi ou bien à la membrane. Il va, euh, il va entrer. Deuxièmement. Troisièmement, il va subir une décapsidation. Comme leur nom indique, il va perdre son capside pour libérer son génome à l'intérieur du cellule. Après ça, la réplication et l'expression des protéines virales. C'est là où il va utiliser ou bien détourner la machinerie cellulaire pour fabriquer ces protéines virales. Après ça, c'est l'inverse. Il va se réassembler, c'est l'assemblage, et il va être libéré pour parasiter ou bien pour infecter d'autres cellules. Donc, c'est très simple. Premièrement, récapitule, c'est l'attachement. Deuxièmement, l'entrée. Troisièmement, la décapsidation. Oui, la réplication et l'expression des protéines virales. Après ça, les deux dernières étapes, c'est l'assemblage et la libération. Donc, c'est une machinerie ou bien c'est un phénomène strict qui passe par les étapes suivantes. Maintenant, on va détailler ces étapes l'une par l'autre. Commençons bien sûr avec l'attachement. Ça, c'est un petit schéma récapitulatif. Là, on voit l'attachement, oui, l'entrée à l'intérieur de la cellule. Après ça, une décapsidation, c'est le génome qui est libéré à l'intérieur de la cellule. Après ça, une transformation, ça, c'est la synthèse du protéine virale ou bien du génome, la multiplication massive. Et bien sûr, après ça, ces molécules vont être réassemblées de nouveau et vont être libérées de plusieurs façons pour continuer le cycle dans des autres cellules. Premièrement, on a l'attachement à la cellule hôte. Donc c'est bien sûr la première étape du cycle viral. C'est une interaction spécifique. Ça, c'est intéressant, spécifique, comme on a dit, à cause du protéine membranaire. C'est la réaction de l'antigène viral, le ligand et le récepteur cellulaire qui est de nature protéique. Là, il existe une conformation spatiale entre le ligand et les récepteurs cellulaires. Donc, ce sont des natures protéines, glycoprotéines ou polysaccharides. Ces protéines membranaires, on avait dit, c'est elles qui donnent au virus le caractère, ou bien l'affinité, ou bien la spécificité vers des cellules bien définies. Donc, le virus va se reconnaître avec la cellule hôte
grâce à des ligands, des antigènes viraux, avec des protéines membranaires situées à l'intérieur des cellules. Maintenant, une petite note. Si vous, si vous souvenez le cours de structure virale, on avait dit qu'il y a deux types de virus. Un virus nu et un virus enveloppé. Donc, ces derniers ligands, ces récepteurs, ces antigènes viraux, dans le cas du virus nu, ils sont des protéines situées au niveau de capsides. Donc, le virus nu a ses antigènes viraux attachés aux capsides. Donc, les protéines ou bien l'antigène viral se trouve dans ce cas, dans le cas du virus nu, dans le capside. Et bien sûr, dans le cas des virus enveloppés, ces antigènes, ces ligands vont être retrouvés dans la membrane ou bien dans l'enveloppe. Ce sont des protéines situées au niveau de l'enveloppe. Donc, dans le cas des virus nus, on trouve les antigènes viraux au niveau du capside et les virus enveloppés, comme leur nom indique, on va les trouver au niveau des enveloppes. Ça, c'est quelques exemples des virus nus. On a l'exemple du l'adénovirus. En ce cas, les antigènes viraux sont des fibres de ponton et alpha-intégrines. C'est ces structures-là qui permettent au l'adénovirus de s'attacher à sa cellule hôte. Dans le cas du virus enveloppé, soit ce sont des glycoprotéines enveloppe, et ce sont des glycoprotéines d'enveloppe, ou bien des spicules, ou bien des spikes, on dit des spikes. Dans le cas du VIH, c'est le fameux GP120, qui est un récepteur spécifique qui va s'attacher au CD4 du lymphocyte T4. Ou bien dans le cas du grippe qui appartient aux paramyxoviridés, ce sont les hémagglutinines. Ça, on va voir dans le cours des paramyxoviridés qui permet au virus de la grippe de s'attacher aux épithéliums respiratoires. Donc, chaque virus, chaque catégorie de virus a ses récepteurs, ou bien on peut dire ses génomes, ou bien ses antigènes, des ligands qui vont lui permettre de s'attacher à leurs cellules cibles. Ça, c'était l'attachement le plus simplement possible. Bien sûr, après l'attachement, l'entrée du virus à l'intérieur de la cellule hôte. Là aussi, il existe plusieurs méthodes. Le virus peut entrer à l'intérieur de sa cellule hôte soit par fusion membranaire et cytoplasmique. Ça, c'est le cas du VIH et de l'herpès. Le VIH et l'herpès virus vont se fusionner avec la membrane cytoplasmique cellulaire. C'est comme ça qu'ils vont être introduits ou bien ils vont entrer à l'intérieur de cellules. Soit par un endocytose. Un endocytose, c'est, on peut dire, le geste où la cellule va phagocyter ou bien va introduire, c'est elle qui va introduire le virus à l'intérieur. C'est l'exemple du virus de la grippe, par formation un vacuole d'endocytose. Soit par la perforation de la membrane cytoplasmique par éclatement, c'est le cas du virus nu. Les virus nus n'ont pas une enveloppe, ils ne peuvent pas faire une fusion ou bien un endocytose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont introduire eux-mêmes à l'intérieur de la cellule directement. On appelle ça la perforation de la membrane cytoplasmique. Donc, on répète, le virus peut entrer, ça c'est une question fréquente au niveau des examens, peut entrer à l'intérieur des cellules soit par la fusion membranaire, les deux membranes vont fusionner, soit par endocytose, soit dans le cas des virus nus par la perforation de la membrane cytoplasmique par éclatement.
La troisième étape, c'est la décapsidation. Comme leur nom indique, le virus va perdre son capside pour introduire son génome à l'intérieur de la cellule. C'est une étape indispensable de libération du génome dans le capside, de la capside vers le cytoplasme. Donc, comme leur nom indique, une décapsidation, c'est la perte du capside. Elle va être faite par la désorganisation de la capside. Comment? Soit par l'acidification dans l'endosome, c'est le cas d'un non-vacuole ou bien l'endosome d'endocytose. Dans ce endosome d'endocytose, il va subir une acidification qui va détruire le capsule, soit par dégradation protéolytique par les protéases cellulaires. Donc ces deux sont causés par les enzymes cellulaires, soit dans certains cas par le décapsidase viral. Parfois, le virus contient un décapsidase. C'est un enzyme qui va dégrader ce capside et il va permettre la décapsidation. Donc la décapsidation là, rien de spécial. C'est juste l'étape où le virus va perdre son capside pour entrer à l'intérieur de la cellule. Donc c'est clair. Maintenant, l'étape de réplication et de transcription, c'est l'étape, on peut dire, majeure, ou bien c'est le but de ce cours, la réplication et la transcription du génome viral. Donc notez bien, c'est en rouge que le virus se réplique. On ne dit pas une division. Je répète, on dit une réplication virale. On ne dit pas une division. Cette réplication est la production de nouvelles copies du génome viral. Donc, et la transcription, c'est la production de l'ARN, ARNM nécessaire pour la traduction des protéines virales. Donc, dans ces deux étapes, il va, on va voir des phénomènes de réplication et de transcription. La réplication, c'est la production de nouvelles copies du génome viral. La transcription, c'est au niveau génome où on va voir la production d'ARN messager qui est nécessaire à la traduction des protéines virales. Ça, c'était le but de cette étape. Maintenant, cette étape se passe par des stratégies différentes. On sait qu'il y a deux types de virus, des virus à ADN et des virus à ARN. Donc, dans cette étape, la stratégie, elle est différente entre ces deux types viraux. Les virus à ADN et les virus à ARN ont des méthodes différentes ou bien des stratégies différentes pour répliquer ou bien pour la transcription de son génome. Ça, on va détailler maintenant. Premièrement, la transcription des virus à ARN. Comment ça se passe? C'est à partir de l'ARN génomique, le virus doit produire de l'ARN messager et faire des copies d'ARN génomique. Donc, c'est un processus là, il faut faire attention. C'est un processus. Donc, concentrez-vous, on va fabriquer de l'ARN à partir de l'ARN. C'est l'ARN à partir de l'ARN. Donc, quelle est l'enzyme utilisée ici? C'est simple, c'est facile. C'est l'ARN polymérase ARN dépendante. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Cette phrase veut dire que cette enzyme va fabriquer de l'ARN à partir de l'ARN, comme leur nom indique. Donc, ARN à partir de ARN, on va utiliser l'enzyme, c'est l'ARN polymérase ARN dépendante. Mais cette enzyme originale, elle n'existe que chez les virus. Donc, les virus, ça c'est important, sont les seules espèces qui peuvent fabriquer de l'ARN à partir de l'ARN. Ça, on le trouve juste chez les virus. Les cellules eucaryotes et prokaryotes
vont fabriquer ou bien synthétiser de l'ARN à partir de l'ADN. Il n'existe pas un ARN vers un ARN. Cet ARN polymérase ARN dépendant, c'est un enzyme d'origine, il n'existe que chez les virus. Donc, la formation d'un ARN à partir d'un ARN, elle dépend au rein du virus. Notez ça bien, ne pas faire des bêtises dans des trucs essentiels. Donc, je vous ai dit, faire un ARN à partir d'un ARN, c'est réservé au virus. Attention à ce point-là, c'est un critère unique ou bien spécifique au virus. Mais ce processus n'est pas toujours simple, ou bien ce n'est pas toujours le plus facile possible. Il existe 3 stratégies pour cet ARN être transformé en ARN. Premièrement, là, on va introduire 3 notions. La première notion, c'est le virus à polarité positive. Maintenant, on va entrer, ou bien on va utiliser la notion de polarité. Donc, le virus peut être un virus ARN à polarité positive, ou bien un virus ARN à polarité négative. Ces deux ont des stratégies différentes, ou bien le cas spécial, c'est les rétroviridés. Ils vont être des rétrovirus qui vont subir un phénomène, ou bien ils ont une caractéristique de rétrotranscriptase. Tout ça, on va détailler maintenant. Donc, il existe 3 types, ou bien 3 stratégies pour la réplication de l'ARN concernant le virus, soit être un ARN polarité positive, un ARN polarité négative, ou bien le virus va utiliser le rétrotranscriptase. C'est le cas dans le l'HIV, le fameux virus du sida, qui a ce caractère de la rétrotranscriptase. Maintenant en détail. On commence bien sûr avec les virus à polarité positive. Qu'est-ce que ça veut dire un virus à polarité positive? Cette plus-là, ou bien polarité positive, veut dire que ce virus, il est directement messager. Donc, il ne va pas subir des obstacles pendant leur transcription. Le génome, il est infectieux par lui-même. Le gène de l'ARN polymérase ARN dépendante est traduit sur les ribosomes cellulaires dès l'entrée du virus. Donc, le virus à polarité positive, il va être transcrit directement dès l'entrée dans la cellule. Ça veut dire une polarité positive. Elle veut dire que les ribosomes vont permettre leur transcription directement, sans condition, sans obstacle. Ça, on dit, ils sont directement messagers. Ce sont les virus à ARN. Polarité positive. Ce phénomène-là, ils sont directement messagers. Ils vont être transcrits. Ils vont fournir d'un ARN nouveau, d'un nouveau ARN à polarité positive, et ainsi de suite. Donc, le cas le plus simple, c'est le cas du virus à ARN de polarité positive. Sa polarité positive veut dire c'est le plus facile possible. Dès que ces virus de type polarité positive entrent à l'intérieur des cellules, ils vont être directement messagers et transcrits ou bien lits, ou bien reconnus par les ribosomes, et ils vont continuer leur cycle le plus facilement possible. Ça, c'est le cas simple en cas d'ARN à polarité positive. Maintenant, si c'est l'inverse, si ces virus sont des virus à ARN, mais ils ont une polarité négative. Donc, c'est facile. ARN négatif veut dire c'est l'inverse de la polarité positive. Ces génomes sont non infectieux par lui-même. Donc, au contraire des ARN à polarité positive qui sont transcrits directement dès leur entrée, ce cas-là, dans les virus ARN à polarité négative, c'est pas facile comme les autres. Donc, le génome n'est pas infectieux par lui-même.
qu'est-ce qu'il va faire? Le virus doit apporter les enzymes nécessaires à sa réplication. Donc, dans ce cas-là, les choses n'ont pas facilité pour ce virus à multiplier. Donc, le virus doit apporter lui-même les enzymes nécessaires à sa réplication et son génome viral doit être lié à un ARN polymérase ARN dépendante. Sans cette reliation, il ne peut pas se transcrire ou bien se multiplier. Et le nucléocapside porte toujours l'activité ARN polymérase ARN dépendante. Donc ces virus-là ARN négatifs sont pas directement infectieuses, mais ils portent à leur nucléocapside une activité ARN polymérase ARN dépendante. Donc ils vont relier à eux-mêmes, ou bien le virus va relier à lui-même, il va lui seul fournir de substances enzymatiques ou bien support enzymatique pour continuer la réplication. J'espère que la notion d'ARN à polarité positive et à polarité négative est claire. Je répète encore une fois, l'ARN à polarité positive, il est directement messager, directement reconnu avec les ribosomes. Au contraire, dans le cas de l'ARN négative, qui n'est pas directement infectieux, il doit apporter l'enzyme nécessaire de sa réplication et il apporte cet ARN polymérase ARN dépendant sur leur nucléocapside. Donc, ces virus apportent l'enzyme ARN polymérase ARN dépendante qui est préformée. Préformée, c'est qu'il existe chez le virus. Dans ce cas, le virus va utiliser cet ARN polymérase préformé. Donc, ces étapes-là vont fournir d'un nouveau virus à ARN polarité toujours négative et qu'il va continuer ce cycle. Donc, dans le cas du virus ARN négatif, c'est pas toujours facile comme dans le cas du virus ARN de polarité positive où ils sont directement transcrits, directement reconnus par le ribosome. Ça, c'était la différence entre la polarité positive et la polarité négative. Maintenant, la troisième notion, ça c'est très exceptionnel, ce sont des rétrovirus. Les rétrovirus sont une famille de virus. L'exemple le plus reconnu, c'est le VIH. Le virus de l'immunodéficience est un virus appartient à la famille des rétroviridés. Pourquoi sont nommés comme ça? Parce que ces rétrovirus sont caractérisés par une activité enzymatique particulière, unique dans le monde vivant. On a dit que c'est les virus seuls qui peuvent former de l'ARN à partir de l'ARN. Là, c'est plus unique. On appelle cette enzyme la transcriptase inverse. Qu'est-ce que ce mot inverse veut dire? Ça veut dire que ces virus vont fournir ou bien vont transformer l'ARN vers un ADN. C'est l'inverse des eucaryotes. On sait tous que les eucaryotes forment de l'ARN à partir de l'ADN. Mais là, c'est l'inverse. C'est le transcriptase inverse. C'est unique au rétrovirus. Il n'existe pas sur la Terre un autre être vivant ou une autre entité qui peut faire ce phénomène. C'est la transcriptase inverse. C'est la transformation de l'ARN vers l'ADN. On appelle ce phénomène-là, c'est transcriptase inverse. Donc, gardez-vous ça en tête. La transcription inverse ou bien le transcriptase inverse est un cas très spécifique, très unique que l'on retrouve chez les rétrovirus. Il est retrouvé ni chez les prokaryotes, ni les eucaryotes, ni d'autres espèces virales. Ça, c'est spécifique à la famille des rétroviridés, comme leur nom indique. J'espère que la notion de la transcription inverse est claire maintenant.
L'enzyme appelle ADN polymérase, ce qu'il a, il va fournir ou bien il va fabriquer de l'ADN, mais ARN dépendant à partir des molécules d'ARN. Ça, c'est totalement l'inverse de la transcription qu'on a reconnue des années précédentes. Cette enzyme transforme l'ARN génomique viral vers un ADN complémentaire. On l'appelle ADN-C. C'est une étape intermédiaire. Après cet ADN complémentaire va se transformer en ADN double brin. Et cet ADN double brin, finalement, il va fournir ou bien devenir un ADN proviral. Donc, c'est simple. Il n'y a rien de spécifique là. C'est juste le critère ou bien la notion de la transcription inverse. On appelle ça l'activité ARNase et ADN polymérase. Ça, c'était le cas des rétrovirus ou bien de la famille des rétroviridés. Gardez en tête que la transcription inverse ou bien le transcriptase inverse n'existe que chez cette espèce-là, les rétrovirus. Ça, c'est un schéma qui montre les étapes. Ça, c'est le cas de ARN à polarité positive. Ça, c'est facile. Il va directement être transcrit. Ou bien c'est le cas de rétrotranscriptase. Là, on parle d'activité rétrotranscriptase proprement dite. L'ARN va être hybridé en ARN plus ADN moins. Ou bien une hybridation ADN-ARN. C'est une molécule qui contient de l'ADN et de l'ARN en même temps. Après, ça va former un ADN monocaténaire et ce dernier va être dupliqué pour devenir un ADN double brin. Donc, vous voyez, c'est à partir d'une molécule d'ARN que ces rétrovirus ou bien cette famille des rétroviridés a fabriqué de l'ADN. Ça, c'est très exceptionnel. Comme je vous ai dit, il est caractéristique au rétrovirus. Maintenant, cet ADN proviral à double brin, obtenu après rétrotranscriptase, il est intégré, comme on a dit, le virus, le VIH, a le caractère d'intégration avec le génome cellulaire, c'est la formation d'un provirus. Cette intégration est assurée par l'enzyme virale, c'est l'intégrase. Et dernièrement, après l'intégration de ce virus, ou bien de ces rétroviridés, ils vont former un génome proviral. Il va ensuite faire, ou bien va être la matrice pour la fabrication des nouveaux molécules, ou bien de virus de d'ARN. Donc, on parle là d'une activité ARN polymérase ADN dépendante. Donc, ce qu'il faut garder en tête dans cette activité rétrovirale, c'est qu'elle est spécifique aux familles des rétrovirus. Elle va faire transcrire l'ARN ou bien transformer de l'ARN vers de l'ADN. Et ça passe par une étape d'intégration grâce à l'intégrase. Et elle va former un génome proviral. Tout ce qui est en rouge sont des points forts, qui sont des questions probables au niveau de l'examen. Maintenant, on arrive à un point important, c'est la variabilité génomique du virus à ARN. Donc, ces virus à ARN ont une variété ou bien variabilité génomique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire d'une variabilité génomique? Donc, notez bien en tête les ARN polymérase ARN dépendantes. C'est les cas du virus à polarité
positives, soit ou négatives, sont peu fidèles. Et ils n'ont pas un système de correction. Comme on sait, il existe pendant la transcription des erreurs, mais chez les eucaryotes, il existe des mécanismes de correction. C'est ça qui permet la restauration du génome. Ce sont des enzymes ou bien des mécanismes de correction de transcription. Mais chez les virus ARN, cet enzyme ARN polymérase ARN dépendant, il va subir des erreurs. Et ces erreurs vont mener à des mutations à chaque réplication. C'est pour cela qu'on dit que ces virus sont mutants. Cette notion de mutation, elle donne un caractère maligne ou bien de résistance des virus au traitement ou aux antivirus. Par conséquent, cette mutation, cette mutation qui veut dire à chaque fois le génome viral va être transcrit, il va changer de conformation et il va subir une mutation. Les conséquences, c'est l'apparition fréquente de résistance aux médicaments antiviraux, l'échappement aux défenses de l'hôte, parce qu'à chaque fois un nouveau génome va être entré dans la cellule, il va échapper à la réaction immunitaire grâce à son changement continu. Et les vaccins vont être difficiles à élaborer parce que les souches sont variables. Le génome n'est pas fixé, c'est un génome mutant, donc c'est un problème pour la résistance, l'échappement aux défenses de la haute et la fabrication des vaccins. Ça, c'était le premier cas. C'est la variabilité génomique des virus ARN qu'il va me l'aider ou bien à mener à des résistances aux médicaments, l'échappement des défenses de l'hôte et la fabrication des vaccins. Donc le génome va être mutant, il va changer de conformation, il va changer de génome à chaque réplication. Donc c'est va être difficile à combattre. Maintenant, parfois, un autre phénomène peut se manifester. Donc, il existe de nombreux virus à ARN. Ils ont un génome segmenté. Ces génomes segmentés vont favoriser la recombinaison et il n'y a pas de correction. Donc, deux génomes qui vont être recombinés, ça a la conséquence va l'émergence de nouveaux virus. Ça, c'est l'exemple du virus grippal humain et les virus aviaires. À chaque fois, on a l'émergence de nouveaux virus qui vont causer des épidémies ou bien des endémies ou bien des pandémies au niveau global. Donc, cette mutation ou bien cette erreur au niveau de la transcription, c'est un critère de malignité, critère de échappement au traitement et de l'émergence de nouveaux virus. Et ça, c'est un problème de santé publique. Ça, c'était quelques points forts sur la variabilité génomique du virus. Donc, notez bien que les virus, leur transcription, elle n'est pas fidèle. Il existe toujours des erreurs sans système de correction qui va mener à des critères de malignité. Ces virus vont être vicieux, difficiles à combattre. Ça, c'est les deux cas. Soit une mutation, soit une émergence de nouveaux virus. Ça, on l'appelle le shift et le drift. On va l'étudier dans les cours prochains, Inch'Allah. Maintenant, on arrive aux dernières étapes. La production des protéines virales, puis l'assemblage et la libération. Ce sont les deux dernières. Rien de spécial ici. La reproduction, c'est la traduction des ARN viraux. Ils vont être traduits par le ribosome cellulaire.
Traduction par un seul bloc pour produire une polyprotéine. Cette polyprotéine est ensuite clivée par des protéases pour donner les protéines matures. Donc ça ressemble à la traduction chez les eucaryotes, rien de spécial. Ça, c'est la production des protéines virales. Un petit schéma récapitulatif. Et en dernier lieu, l'assemblage et la libération des virions. On parle des virions. On a dit que ce sont des unités infestantes ou bien l'unité virale, on l'appelle le virion. Ça, c'est l'auto-assemblage de la capside. Après la décapsidation, bien sûr, il va subir d'un phénomène d'auto-assemblage de la capside qui est guidé par les protéines, chaperon cellulaire et intégration du génome. Après ça, l'accumulation de ces particules virales et la lyse cellulaire pour les virus nus. Donc, dans le cas des virus nus, ils vont libérer par la lyse cellulaire et, et dans les cas du virus enveloppé, ils vont fusionner par la membrane cytoplasmique et ils vont bourgeonner. On parle de bourgeonnement. Donc, si le cas du virus nu, il va lyser la cellule, un virus enveloppé va bourgeonner et va prendre sa structure enveloppe à partir de la membrane cytoplasmique de la cellule. Ça, c'est une figure. Là, on voit la lyse membranaire. Vous voyez que ces cellules, que ces virus nus ont perforé ou bien provoqué la lyse de la cellule. Ils sont libérés pour continuer leur cycle. Ça, c'est le cas du virus nu. Ça, c'est l'exocytose. C'est le contraire de l'endocytose. C'est un virus enveloppé. Il a pris cette enveloppe à partir de la membrane cytoplasmique cellulaire. Et ça, on l'appelle le bourgeonnement. Donc, on a arrivé, bien, on a terminé ce cours. C'était un cours simple, rien de particulier. J'espère que c'était clair. N'oublie pas d'abonner pour recevoir les cours suivants. Le support est disponible toujours dans les descriptions. Merci pour votre attention et bon courage.